Voilà, donc le programme donc, qui avait pas mal bougé du coup assez récemment, vous avez pu le voir. On va commencer donc par l'intervention de Charles Gauthier. Et puis ensuite, on va avoir une présentation de l'axe 3. Alors, en conclusion, là, en discussion, on rediscutera de ces nominations d'axes parce qu'effectivement, les dénominations sont peut-être à modifier un peu, voilà, histoire de ne pas trop troubler la vision, on va dire. Et donc, comme je le disais ce matin, Charles Gauthier, du coup, a été invité pour intervenir en lien justement avec surtout avec les axes 2 et 3. Donc, ça me paraît assez proche et ça paraît voilà, faire écho à des interventions en séminaire, des séminaires 2021 et 2022. Et donc Charles Gauthier est enseignant à l'École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux, chercheur affilié au Centre d'anthropologie culturelle, Université de Paris-Cité. Quand tu veux. Ok, je te remercie beaucoup, Paul, et puis je remercie le Centre de recherche sémiotique de l'organisation globale de cette journée et de m'y avoir convié. Et maintenant, je vais commencer mon intervention. Donc en fait, j'ai décidé de parler de cette notion d'incommensurabilité, l'incommensurable, parce que c'est une notion qui s'est peu à peu révélée être importante pour le sujet de recherche que je mène au sein du Cantel. En fait, le terme il a été employé à plusieurs reprises au cours de nos séminaires, sans jamais être vraiment défini ou problématisé. On a pu parler ici de temps incommensurable, là de culture incommensurable ou encore de danger incommensurable. J'ai donc souhaité, pour l'intervention d'aujourd'hui, revenir sur cette notion, sur ses enjeux et ses difficultés. Alors bien sûr, la tâche n'est pas mince, tant le concept en question est susceptible de s'attraper par des bouts disciplinaires ou épistémologiques divers. Elle ne renvoie en particulier pas exactement à la même chose en mathématiques, où la notion trouve ses origines, et dans les sciences humaines, où par l'appui de différents auteurs, elle a fini par signifier l'intraduisible, ou ce qui serait indicible d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. Alors, en mathématiques, le concept d'incommensurabilité vient de la découverte, au sein de l'école pythagoricienne, d'une particularité inattendue concernant la diagonale d'un carré, à savoir qu'il n'y a aucune commune mesure entre celle-ci et le côté du carré. Il s'agit de grandeurs incommensurables, on dirait aujourd'hui de grandeurs telles que leur rapport est un nombre irrationnel. Cette découverte de l'incommensurabilité dans les mathématiques, et donc des nombres irrationnels, bouleversa les thèses de l'école pythagoricienne, à tel point que son découvreur supposé, Hippas de Métaponte, fut, d'après la légende, jugé par ses pairs pour hérésie mathématique et jeté en pleine mer, ce qui en fit peut-être le premier martyr du monde de la science. De cette origine mathématique découla deux sens nouveaux du mot incommensurable. Alors le premier sens, qui est un peu un sens commun, on pourrait dire, d'une grandeur telle que cela est immesurable. Mais en fait, ici, on a affaire à une nouvelle définition plutôt impropre, car en mathématiques, l'incommensurable ne renvoie pas à ce qui est immesurable, mais à ce qui n'est pas mesurable selon les mêmes mesures. Et puis, en un sens plus souvent utilisé dans les sciences humaines, qui est le sens que je propose d'adopter ici, le sens renvoie à l'idée, plus proche de son origine, d'une non-commune mesure entre deux cultures ou deux langues, et donc par extension d'une impossibilité de traduire, de comprendre une culture, un monde, supposément très ou trop différent d'une autre. Alors évidemment, je ne prétends pas ici épuiser le sujet, mais déjà modestement tenter de le rendre plus abordable en convoquant quelques histoires, quelques penseurs qui se sont confrontés à cette notion, avant tout dans le champ des sciences humaines. Même si je peux dire d'entrée de jeu que c'est davantage la littérature que les sciences humaines qui, d'abord, me mit sur la voie de cette notion. Et en particulier un roman que vous connaissez sans doute, Épopée de Ferenc Karinti, qui est un écrivain et dramaturge hongrois.
Vous savez que EPP raconte les péripéties d'un linguiste polyglotte et sémiologue nommé Boudaille, qui se retrouve un jour à la faveur, ou plutôt on pourrait dire à la défaveur, d'un détournement de l'avion dans lequel il se trouvait, dans une ville totalement inconnue, imaginaire, où tout lui est étrange et étranger. Nous le suivons dès lors dans ses pérégrinations sémiotiques, faites de rencontres improbables, d'échanges incompréhensibles et de tentatives de compréhension du monde qui l'entoure. Je cite un passage du livre qui situe le personnage et les difficultés auxquelles il est confronté. Je m'excuse, la citation est un peu longue, je vais essayer de la lire. Par son métier, il a un sens linguistique particulièrement aiguisé. Sa spécialité proprement dite, c'est l'étymologie, l'étude de l'origine des mots. Dans le cadre de son travail, il aborde les langues les plus diverses, parmi les langues finno-ougriennes, le hongrois et le finnois, bien sûr, mais aussi quelque peu le voghoul et l'ostiaque, et puis le turc, un peu l'arabe et le perse, ainsi que le slavon, le russe, le tchèque, le slovaque, le polonais et le serbo-croate. Mais ce langage que l'on parle ici n'en rappelle aucun. Pas plus le sanskrit, l'hindi, le grec ancien ou moderne. Mais il ne peut pas non plus être germanique. De plus, il se débrouille en allemand, en anglais et éventuellement en hollandais. Il connaît par ailleurs le latin, le français, l'italien et l'espagnol. Il a ramassé un peu de portugais, de roumain et de romanche. Et il a même quelques vagues notions en hébreu, arménien, chinois et japonais. Bien entendu, dans la plupart de ces langues, il ne sait que lire approximativement. Il y était parfois contraint en enquêtant sur l'histoire d'un mot ou d'un autre, mais suffisamment pourtant pour juger que la langue utilisée dans ce pays n'a rien de commun avec les langues énumérées et trouver son appartenance à un groupe linguistique uniquement comme cela, à l'oreille. Il s'en sent bien capable, alors qu'il n'entend que des « et des dia 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 » ou quelque chose comme ça. Boudaille se retrouve à ce moment du roman dans une chambre d'hôtel où il est parvenu à se réfugier. Il décroche le texte imprimé et encadré, suspendu près de la porte, et se met à l'observer attentivement, une fois de plus, à la lumière de sa lampe de bureau. Il ne va pas loin cette fois non plus. Il n'a jamais vu ce genre de signe, qu'il s'y prenne depuis la gauche ou la droite. Il ne peut même pas déterminer s'il s'agit d'une écriture alphabétique, comme les langues européennes, d'une écriture syllabique, comme le japonais par exemple, ou d'une écriture idéographique, comme le chinois, ou encore d'une écriture n'utilisant que des consonnes, à la manière du sémitique et de l'araméen ancien. Une nouvelle fois, pourtant, il est frappé par les chiffres arabes qui apparaissent dans le texte. Mais là, il est à tel point épuisé que son cerveau ne répond plus. Il préfère remettre la clarification de tout cela au lendemain. Il se déshabille et se couche. Alors, le roman de Carinti est très haletant et intrigant, mais aussi, je dirais, au plus haut point désespérant. Il nous met parfaitement en face du concept qui nous occupe, l'incommensurabilité comme synonyme d'indicibilité de la chose qu'on veut comprendre. Durant tout le roman, Boudaille est confronté à l'insaisissable, à l'intraduisible, à une culture qui semble définitivement hermétique, même à un linguiste émérite et grand voyageur comme lui. Sa culture semble n'être en aucune mesure compatible avec la leur. Ce qui le sépare de ces hommes et de ces femmes qu'il croise dans les rues, ce sont en particulier ses gestes, ses voix, ses traces qu'il rencontre, autant de signes qui semblent différer non par degré mais par nature. Les corps sont identiques, la culture est autre, radicalement autre. Nous sommes avec EPP devant une fiction. L'enjeu est alors de savoir si ce que vit Boudaille est possible dans un contexte autre que romanesque. Bien sûr, je ne prétends pas répondre à cette question aujourd'hui. Ce que je souhaite faire, c'est présenter la façon dont cette problématique a pu se présenter et peut encore se présenter, en particulier dans les sciences humaines. Je vous propose donc d'ouvrir une première perspective, celle du problème de l'appréhension et de la compréhension des cultures, en particulier lointaines. Et à cet égard, il y a un cas qui est très symptomatique de ça, c'est quelque part la sinologie, qui est à plusieurs titres la discipline qui a sans doute le mieux posé et pensé cette question. Car au cœur de cette discipline existe un débat, plus que cela une dispute, sur la nature de la distance culturelle qui séparerait la Chine de l'Europe. Lorsque se sont développées en Europe les premières études concernant l'étude de l'histoire de la langue et de la civilisation chinoise, donc la sinologie, les premiers tenants de cette discipline semblent avoir beaucoup insisté sur les différences perçues alors comme fondamentales entre eux et nous. La Chine était perçue et décrite comme un autre monde aux antipodes du nôtre. En ce début du XXIe siècle, cette confrontation semblait ne pas être totalement terminée dans le milieu de la sinologie,
à en croire en tout cas les textes d'un sinologue suisse, Jean-François Bilter, qui est professeur émérite à l'université de Genève. Ce dernier regrette en effet que quelques-uns de ses collègues minoritaires maintiennent cette vision d'une grande altérité de la Chine au détriment d'une vision plus universaliste. Alors je ne révèle rien lorsque je dis que la critique qu'il opère de la sinologie a en effet dans son viseur un sinologue français en particulier, François Julien. Bilter reproche à François Julien de faire de la Chine une contrée inaccessible. Son œuvre, écrit-il, est fondée tout entière sur le mythe de l'altérité de la Chine. À cet égard, Julien se ferait le digne héritier d'une sinologie classique, de Victor Segalen en particulier, qui voyait la Chine comme une civilisation en tout point aux antipodes de la nôtre. Julien, je cite Bilter, Julien se situe dans cette lignée puisqu'il nous explique d'un ouvrage à l'autre que la pensée chinoise est l'envers de la nôtre. Cette pensée sinologique, dans sa version la plus puriste, réduirait la culture chinoise à une essence incomparable à la nôtre. Différence qu'on trouverait d'abord dans l'antagonisme des pensées, européennes d'un côté, chinoises de l'autre. Et d'ailleurs, François Julien parle de philosophème. Et les clivages seraient nombreux. Entre pensée de la transcendance et pensée de l'immanence d'abord, mais aussi entre inspiration et incitation, persuasion et influencement, frontal et oblique, symbolique et allusif, dire quelque chose et dire au gré, pensée de l'essence et pensée de la capacité, substance et polarité, présence et prégnance, sens et cohérence, révélation et régulation, éternelle et sans fin, ou encore entre l'objectif et la connaissance processive, la généralité et la globalité, la liberté et la spontanéité, nourrir son âme et nourrir sa vie, le bonheur et la viabilité, etc. On voit se dessiner, si ce n'est une différence, au moins un écart, terme que François Julien préfère, entre l'Europe et la Chine. Cet écart, d'ailleurs, ne viendrait pas que du contraste entre les fameux philosophèmes, mais aussi et peut-être surtout de la langue chinoise elle-même. D'ailleurs, Julien reproche à Bilter, dans la réponse qu'il lui a adressée, puisqu'il lui a adressé une réponse qui s'appelle « Chemin faisant, connaître la Chine, relancer la philosophie », de ne jamais rencontrer l'épaisseur de la langue chinoise. C'est donc peut-être la langue, orale comme écrite, qui expliquerait cette fission ou cette friction entre les pensées. On sait de surcroît que l'écriture chinoise est souvent perçue en Occident comme fort exotique, ésotérique ou même inaccessible. C'est d'ailleurs ce qui motiva certains, à d'autres époques, à vouloir la faire disparaître au profit de notre alphabet latin, un peu comme ce qui a pu se passer en Turquie dans les années 20. Pourtant, ce caractère supposément abscon, quasi inaccessible de l'écriture chinoise, est aussi discuté, contesté par des sinologues, critiques d'une tendance trop culturaliste ou trop différentialiste qui existerait chez quelques-uns de leurs confrères. Et en particulier par une sinologue française qui s'appelle Viviane Alton, qui dénonce dans ses ouvrages ce qu'elle nomme les idées reçues sur l'écriture chinoise, alimentées par des amateurs d'exotisme anthropologique. Selon elle, cette vision sur l'écriture chinoise n'est en rien justifiée. Elle recourt notamment à deux arguments dans sa démonstration. Alors, il y a son livre qui s'appelle « L'écriture chinoise », mais là, je fais référence à un article qu'elle a écrit dans un livre qui s'appelle « La pensée en Chine aujourd'hui », dirigé par Han Cheng. Les deux arguments qu'elle évoque, c'est le temps d'apprentissage identique pour les deux écritures et les études neurologiques ou neurographiques les plus récentes. Donc, je la cite. « À l'heure actuelle, des centaines de millions d'hommes écrivent en chinois. Ils n'ont pas consacré à ce savoir plus d'années d'études que n'en requiert une écriture alphabétique. » Et sur la dimension neurologique, elle écrit « L'écriture chinoise fonctionne neurologiquement comme toute écriture. Cette identité de processus est maintenant bien confirmée. On peut conclure qu'en dépit des contrastes visuels et des différences de stratégie d'apprentissage entre les écritures chinoises et alphabétiques, il y a de très grandes similarités de processus pour extraire le sens à partir de la page imprimée. » Enfin, elle cite Ovin Tseng, qui est un pionnier de la recherche cognitive sur l'écriture chinoise, pour qui la question fondamentale n'est plus « existe-t-il des différences ?», mais plutôt « pourquoi y a-t-il tant de choses en commun dans les processus psycholinguistiques à travers des écritures perçues comme extrêmement différentes ?» Donc derrière cette dispute, cette querelle des sinologues, si nous pouvons l'appeler ainsi, se trouve en toile de fond un problème majeur, celui de la commensurabilité ou de l'incommensurabilité des cultures et des langues. Et je note que le terme est toujours employé, presque toujours employé dans son versant privatif.
D'ailleurs, récemment, François Julien a écrit un livre éponyme dans lequel il produit une critique de l'idée selon laquelle tout serait, du côté des cultures ou des langues, comparable ou mesurable à la même échelle. Donc on comprend l'opposition. Julien croit aux plis et aux fêlures, Bilter croit au fond commun. Et d'ailleurs, dans un échange que nous avons eu, Jean-François Bilter m'a écrit « Tous mes travaux, sans exception, ont eu pour objet de montrer qu'il n'y a pas d'incommensurabilité ». Enfin, en tout cas, derrière cet antagonisme, un enjeu fondamental, celui de la possibilité de connaître, de comprendre, de traduire des cultures lointaines sur le plan géographique, mais aussi sur le plan temporel. Seulement, ce souhait de connaître et de comprendre les cultures des autres a trouvé sur son chemin quelques penseurs redoutables qui ont affirmé, non sans arguments puissants, que ce vœu était un vœu vain. Alors il serait long de revenir précisément sur cette histoire, mais ce que nous pouvons rappeler, c'est que cette idée doit beaucoup à deux philosophes du XXe siècle, l'américain Thomas Kuhn et l'autrichien Paul Feyerabend. À partir de ces deux penseurs, en effet, une idée très influente a émergé dans le champ de la philosophie des sciences et par la suite dans le champ de l'anthropologie. Cette idée consiste à penser que les hommes, d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, ne vivraient pas dans le même monde et que ces mondes pourraient même être incommensurables entre eux. Cela a commencé avec les sciences. Kuhn théorise le concept de paradigme et donc de révolution scientifique. Paradigme, explique le philosophe, dans un premier temps en tout cas, qui sont hermétiques les uns par rapport aux autres. Après un changement de paradigme, les hommes de science vivent dans un monde différent. Et Feyerabend lui emboîte le pas. Selon lui, il n'existe aucune vérité hors tradition. Il écrit, paraphrasant une célèbre formule philosophique, « Une vérité hors tradition est impossible. Elle ne peut être trouvée, et si elle est trouvée, elle ne peut être comprise, et si elle est comprise, elle ne peut être communiquée. » Donc ce qu'il convient d'apercevoir, c'est que les cultures incommensurables, s'il en existe, ne sont pas séparées par des visions différentes des choses, mais par les choses elles-mêmes. Pour reprendre la métaphore de Kuhn, l'une des cultures vivrait au milieu des lapins et l'autre au milieu des canards. Et c'est pourquoi elles seraient l'une et l'autre incommensurables entre elles. On repense à Boudaï de Épépé, qui semble vivre au milieu des lapins, quand l'ensemble des autres personnes qu'il rencontre vit au milieu des canards. Donc, au fond, il ne s'agit pas de voir le même objet et de l'interpréter différemment, mais il s'agit de ne pas voir le même objet. Et c'est là où vivre dans des mondes différents prend tout son sens. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question d'interprétation différente d'un objet, c'est le fait de ne pas être face au même objet, tout simplement. Ces théories ne sont pas restées lettres mortes et ont infusé, en particulier, une partie des sciences sociales. Et c'est ce que reproche un anthropologue qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps au Cantel, à l'Université Paris-Cité, qui se trouve être Gérard Lanclude, qui a écrit un ouvrage sur la question qui s'appelle « L'universalisme ou le pari de la raison », livre de 2013. Dans ce livre, Lanclude élabore une critique de ce qu'on pourrait appeler le différentialisme culturel dans sa version la plus radicale. Lui-même est anthropologue et il sait fort bien qu'il existe des différences entre les cultures. Cela va de soi et personne ne pourrait le discuter. Ce qu'il discute, ce qu'il réfute même, c'est l'idée que ces différences seraient fondamentales, substantielles et ou indépassables. Son texte est ainsi une critique et une réponse aux théories qu'on pourrait qualifier d'ultra-relativistes, de différents penseurs ou philosophes, et plus précisément une réponse à la thèse des mondes différents. Ce que leur reproche Lanclude, c'est de s'être fait les porteurs et les propagateurs de l'idée selon laquelle l'incommensurabilité pourrait bel et bien s'appliquer, au-delà des mathématiques, aux cultures elles-mêmes. À cet effet, Gérard Lanclude est entré dans une confrontation d'idées avec Philippe Descola, à qui il reproche d'avoir inscrit ses travaux dans la lignée de cette vision ultra-relativiste des cultures, à travers l'intégration et l'application du concept d'ontologie à l'anthropologie. Donc Descola, le concept d'ontologie, c'est plutôt un concept philosophique au départ. Descola l'insère ou le réinsère dans le champ de l'anthropologie à partir de par-delà nature et culture. Et nous pouvons rappeler que dans cet ouvrage, il théorise l'idée qu'il existerait des ontologies qui seraient pour Descola au nombre de 4, naturalistes, animistes, totémiques et analogiques. 4 ontologies qui sépareraient 4 mondes. Je cite Descola qui disait « Mon sens commun », il écrivait ça à propos des hachoirs qui étaient animistes, n'a rien à voir avec le leur.
Pour Lanclude, cette façon de voir les choses renoue peu ou prou avec l'idée d'une incommensurabilité des cultures entre elles, incommensurabilité pourtant fort problématique selon lui. Lanclude écrit « Les tableaux du monde que se dressent les différentes communautés humaines peuvent-ils diverger autant qu'il plaît au génie culturel ? À supposer que cela soit le cas, les hommes seraient-ils à même de communiquer entre eux, de se transmettre leur expérience et, conformément au projet anthropologique, d'apprendre les uns sur les autres ?» C'est la question principale que se pose Lanclude dans son livre déjà cité, mais aussi dans son article d'une ontologie l'autre. Il pointe un paradoxe, une contradiction, une erreur logique, d'après lui. Comment pourrions-nous décrire d'autres communautés, d'autres cultures, si celles-ci étaient si radicalement différentes de nous, si celles-ci appartenaient réellement à des mondes différents? Pour Lanclude, l'activité anthropologique dévoile au contraire l'inverse. Elle montre que nous parvenons à nous comprendre, à condition parfois de grands efforts, et que les différences de tradition ne sont pas insurmontables ou incommensurables entre elles. Ainsi, le personnage de Boudaï du roman DPP n'existe pas. Aucun anthropologue n'est jamais revenu d'un voyage en disant que tout y était incompréhensible, indéchiffrable et finalement hors de portée. L'expérience de l'anthropologie, pour Lanclude, consiste au contraire à apercevoir que nous vivons dans un même monde fait de multiples différences, mais qui ne sont jamais absolument insurmontables. Nous pouvons penser que cela n'est pas sans importance pour le sujet qui nous occupe. La position de Lanclude, qu'on peut trouver chez d'autres anthropologues ou philosophes actuels comme Dan Sperber ou Francis Wolff, nous fait sentir que les humains doivent pouvoir se comprendre par-delà leurs différences culturelles et par-delà leurs traditions respectives. Bien sûr, il y a des choses venues d'autres cultures que nous ne comprenons pas. Mais si nous ne les comprenons pas, ce n'est pas parce qu'elles nous sont, par principe, inaccessibles. C'est sans doute parce que nous ne sommes pas encore parvenus à les comprendre. En tout cas, si les signes en question ont bien un sens et ne sont pas, par exemple, des signes asémiques, comme on parle d'écriture asémique, des écritures sans signification. Les hiéroglyphes égyptiens pouvaient passer pour définitivement hermétiques avant leur déchiffrement au XIXe siècle. Au fond, Lanclude, comme Bilder précédemment, défend l'idée d'une nature commune des humains. On pense à une formule célèbre, en tout cas dans le sens qui est le sien depuis Montaigne, « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et je trouve intéressant de mettre cette formule en confrontation ou en regard d'une autre, bien plus sceptique et qu'on entend souvent, de toute façon, ils ne nous comprendront pas, comme si les choses étaient irrémédiables. Alors, je crois pouvoir dire que ces dernières décennies, une bonne partie des sciences humaines a eu tendance à mettre davantage en lumière les tenants du relativisme culturel le plus catégorique, allant jusqu'à postuler l'incommensurabilité des cultures, sans toujours rappeler ou donner une place suffisamment importante à tous ceux qui, dans ce même champ des sciences humaines, ont confronté et contesté ces visions du monde. Donc, ce que je pointe du doigt ici, c'est ce qui peut apparaître comme un déséquilibre. On peut par exemple penser à Bren Berlin et Paul Kay, deux anthropologues américains, qui, dans les années 60, ont discuté une célèbre thèse des sciences du langage que vous connaissez bien, la thèse Sapir-Whorf, qui était davantage, dans sa version radicalisée, la thèse de Whorf que de Sapir, selon laquelle nos représentations mentales dépendraient essentiellement de nos catégories linguistiques. On peut penser à leur livre de 1969 que vous voyez à l'image. Sur un plan, et à cette citation de Gérard Lanclude que j'ai aussi donnée, admettre l'existence d'une certaine détermination linguistique des contenus perceptuels est une chose, considérer que le monde est vu de l'intérieur du langage en est une autre. Sur un plan plus actuel, je trouverais également nécessaire de mettre en regard certains ouvrages. Par exemple, l'ouvrage, par ailleurs fort intéressant et savant, le dernier ouvrage de Philippe Descola, qui s'appelle « Les formes du visible », qu'on peut mettre en regard avec d'autres ouvrages moins connus, comme par exemple celui de Marcel Auté, qui est un préhistorien et paléanthropologue belge, « L'universalité des signes graphiques ». Marcel Auté qui sera un des prochains invités de l'Université Paris-Cité dans le cadre du séminaire que je mène. Pour le premier, les images vivent dans des ontologies structurant les formes du visible, la fabrication des images tout autant que leur réception. Pour le second, il existe, par-delà les différences et les structures, quelques formules graphiques fondamentales. Il y aura encore bien des choses à dire et à creuser sur un tel sujet, du côté de la diachronie et donc de l'histoire,
où l'on trouve des enjeux similaires, mais aussi avec des difficultés autres, et de la sémiologie, de la sémiotique bien sûr, cette discipline qui tente de saisir et de comprendre les signes les plus proches de nous comme les plus lointains. En attendant et en guise de conclusion, donc, je vous partage cette phrase de Maurice Godelier qui, je trouve, donne à penser. Plus on approfondit la connaissance d'une société différente, plus on découvre qu'il y a dans la particularité de cette société des éléments universels. Ainsi, bien connaître le particulier n'éloigne pas de l'universel.